nom de Jack Lang. Cramponné à l'Institut du monde arabe depuis 2013, l'ancien ministre de la Culture, âgé de 86 ans, a démissionné samedi après les premières secousses de l'affaire Epstein. Une bonne chose, effectivement, les personnalités publiques qui traînent dans des affaires un peu louches comme ça, c'est pas une bonne image ni pour l'Institut du monde arabe, ni d'ailleurs pour lui personnellement, et même pour la France. Il vaut mieux que les personnalités qui soient dans des affaires comme ça s'écartent des postes à responsabilité, etc., notamment dans le public. Je pense qu'il faut qu'ils se mettent en retrait justement pour éviter pas de salir, mais au moins qu'on n'en parle pas, que ça n'ait pas une répercussion négative sur l'institution. Ce lundi, le nom de Jack Lang apparaissait, fait du hasard, 666 fois dans les fichiers publiés par le département de la justice américain. Les occurrences fondent donc comme neige au soleil, car des documents sont retirés petit à petit quand ils semblent trop compromettants. La semaine dernière, le phénomène s'était déjà produit avec le nom d'Ariane de Rothschild. Mais ni la démission de Jack Lang, ni le récit médiatique ne doivent cacher les véritables dessous d'une affaire bien loin d'avoir livré tous ses secrets. En effet, si l'on entendait les médias ce lundi, on comprenait que Jack Lang, sa fille Caroline et Jeffrey Epstein étaient en cheville pour des affaires de gros sous. En effet, les deux sont finalement visés par une enquête pour fraude fiscale en France. Ce lundi matin, Emmanuel Macron a d'ailleurs réagi à la démission de l'ancien proche de Mitterrand. Il a pris sa décision, il l'a fait valoir en conscience. Je pense que c'est la sienne. Nous avons pris acte de celle-ci. Le minimum syndical pour le président français, lui-même cité dans les dossiers Epstein sans être directement compromis. Ce dernier tente d'ailleurs de mettre à distance l'affaire Epstein comme il le peut. Manifestement, il avait un système qui était très large, qui justifie que la justice fasse son travail de manière indépendante et dans le calme. Et après, je vois aussi le déballage de tous les éléments qui ont été révélés, qui sont, je pense, très durs à vivre pour les victimes, pour leurs avocats, ceux qui les défendent. Pratique, mais glissant en effet dans la mesure où Jeffrey Epstein disposait d'un magnifique pied-à-terre sur la célèbre avenue Foch à quelques pas des Champs-Élysées à Paris et que tout indique que des abus sexuels en tout genre ont pu avoir lieu en ces lieux, on s'étonne de voir la justice française ne s'intéresser subitement qu'aux affaires financières avec cette enquête sur les petits arrangements fiscaux de Jack et Caroline Lang. Le petit bout de la lorgnette qui permet aussi aux journalistes du système de continuer à crier au complot face à ceux qui pointaient du doigt depuis longtemps les agissements d'une hyperclasse mondialisée au-dessus des lois. Pourtant, si l'affaire Epstein révèle argent sale, trafic en tout genre, combine de défiscalisation et j'en passe, c'est aussi et avant tout une histoire de corruption, de compromission, de compromat, comme on dit à l'Est. Pour faire simple, tout le monde se tient par le secret de ce qui se déroule dans des soirées dégénérées organisées par Jeffrey Epstein et sa clique. De quoi faire chanter et obtenir à peu près tout, aussi bien sur le plan financier que sur le plan politique et même géopolitique. Et si en France, c'est Jack Lang qui finit par sortir de la vie publique, en Grande-Bretagne, c'est le très honorable Peter Mandelson, conseiller de Tony Blair et figure du parti travailliste, qui a d'abord fait les frais des révélations des dossiers Epstein, le poussant à la démission la semaine dernière, avant d'être suivi par Morgan McSweeney, le directeur de cabinet de Keir Starmer, le Premier ministre britannique actuel, qui se reprochait d'avoir conseillé Mandelson à son patron. Puis encore Tim Allen, le directeur de la communication du 10 Downing Street. Visiblement, on comprend les répercussions politiques plus vite à Londres qu'à Paris. Il n'en reste pas moins qu'une large part de l'affaire Epstein est toujours tenue au silence pour le moment. En effet, si 3 millions de documents ont été publiés par le département de la justice américain, c'est à peu près les 2/3 de ce qui existe sur l'affaire. Le dernier tiers représente évidemment les documents les plus accablants, comme l'expliquait le procureur général Todd Blanche lors de la conférence de presse organisée à l'occasion de la publication du dossier. Je voudrais aborder ce que nous n'avons pas produit. Les catégories de documents identifiant personnellement les informations des victimes ou les dossiers personnels et médicaux des victimes et autres dossiers similaires dont la divulgation constituerait une atteinte clairement injustifiée à la vie privée. Toute représentation de matériel pédopornographique ou de pornographie infantile a évidemment été exclue. Tout ce qui pourrait compromettre une enquête fédérale en cours. Et enfin, tout ce qui représente ou contient des images de mort, de violences physiques ou de blessures n'a pas non plus été produit. Toutes les images de violences physiques et de pédocriminalité ont donc été exclues des publications. Si Todd Blanche a fait ces précisions, c'est donc parce que l'affaire Epstein relève aussi de cela, n'en déplaise aux médias du système.
D'ailleurs, il n'y a pas de place pour le doute quand on lit notamment le courriel d'une certaine Peggy Segal, attachée de presse américaine, qui raconte son voyage au Kenya à Epstein, en proposant ensuite de lui ramener, je cite, « un bébé ou deux, des garçons ou des filles, comme Madonna ». Fin de citation. Il est encore bien difficile de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette affaire mondiale, et nul ne peut savoir si nous ferons un jour toute la lumière sur ce sombre scandale. Il est toutefois une certitude à ce jour, l'affaire Epstein n'est certainement pas une simple affaire de fraude fiscale, comme voudraient le faire croire les autorités françaises.